On va parler maintenant de la transmission neuromusculaire. Transmission neuromusculaire, ça veut dire comment fonctionne la plaque motrice ou bien la synapse neuromusculaire. Donc, rappelons qu'une synapse neuromusculaire va faire le lien entre un élément nerveux, c'est un axone moteur qui se termine par le bouton synaptique, renflé parce que c'est riche en mitochondries et en vésicules synaptiques contenant un stock d'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur. Une fente synaptique ou bien un espace synaptique qui sépare l'élément présynaptique de l'élément postsynaptique. Et l'élément postsynaptique, donc, qui correspond à l'élément musculaire, c'est la fibre musculaire. Et j'ai donc représenté un sarcomère pour avoir un petit repère dans le schéma pour comprendre que tout cet espace correspond à la fibre musculaire. Le fonctionnement de cette plaque motrice rappelle fortement comment fonctionne une synapse neurononique, avec quelques différences près. D'abord, structurellement, la membrane postsynaptique dans une plaque motrice est toujours plissée. Par contre, la surface postsynaptique, la membrane postsynaptique de la synapse neurononique est plutôt plane. Donc, elle ne représente pas ces replis. À quoi servent ces replis? Ça va augmenter la surface totale de la membrane postsynaptique. Donc, il y a plus de contact entre l'élément nerveux et l'élément postsynaptique musculaire. Plus de contact, plus de surface, ça veut dire un plus grand nombre de récepteurs spécifiques à acétylcholine et un plus grand nombre de CCD1A+, et on va par la suite voir quelle est l'implication, la conséquence de cette surface postsynaptique plus développée grâce à ces replis. Donc, comment va se faire cette transmission synaptique? Tout va commencer bien sûr par l'arrivée d'un potentiel d'action nerveux. On va simplement dire l'arrivée du potentiel d'action. Donc, ce potentiel d'action va dépolariser la membrane du bouton synaptique, ouvrir des canaux voltage dépendants à calcium qui étaient fermés à l'état de repos. Le calcium est plus concentré dans la fente que dans le bouton synaptique. Qu'est-ce qui va se passer donc? Il va y avoir une entrée passive et massive en grande quantité d'ions calcium à l'intérieur du bouton synaptique. Donc, l'arrivée du potentiel d'action va permettre au bouton synaptique de s'enrichir en ions calcium. Ces ions calcium sont nécessaires au rapprochement des vésicules de stockage, vésicules synaptiques de la membrane présynaptique. La fusion de la membrane de la vésicule avec la membrane présynaptique, donc l'ouverture de la vésicule, et c'est un événement qu'on qualifie d'exocytose. Exo, ça veut dire à l'extérieur. Cytose, ça vient du terme cellule. Donc, exocytose, c'est le fait qu'une cellule, dans ce cas la cellule nerveuse, le neurone, va libérer une substance qu'elle stockée dans son cytoplasme. Quelle est cette substance? C'est le neurotransmetteur acétylcholine qui va être déversé dans la fente synaptique. Donc, voilà l'exocytose. Pourquoi est-ce que les synapses qualifiées de chimiques utilisent ce neurotransmetteur, donc cette molécule chimique? Parce que la largeur de la fente synaptique, et ça s'applique aussi aux synapses neuroneuroniques, donc la largeur de cet espace synaptique, de cette fente synaptique, ne permet pas l'établissement de courant électrique entre les membranes pré- et postsynaptiques. Ça veut dire que les membranes sont très éloignées l'une de l'autre, bien sûr à l'échelle microscopique. Le phénomène ne peut pas passer par un mécanisme électrique, donc on va remplacer ces courants électriques par une substance chimique, le neurotransmetteur acétylcholine, qu'on peut aussi appeler le neuromédiateur. Donc, l'acétylcholine va traverser rapidement la fente synaptique et va s'attacher de façon très spécifique à des récepteurs postsynaptiques. Donc, des récepteurs qui sont localisés sur la surface de l'appareil sous-neural. L'appareil sous-neural, donc c'est le nom qu'on donne à cette membrane postsynaptique plissée dans la plaque motrice. C'est une étape qui rappelle un peu le mode d'action des hormones étudiées en début d'année dans le thème reproduction. Le neurotransmetteur va s'attacher à son récepteur
Donc, comme une hormone s'attache à son récepteur au niveau de sa cellule cible, donc en quelque sorte, la fibre musculaire, c'est la cellule cible de l'acétylcholine dans ce cas, dans le cas de la plaque motrice. L'ouverture des canaux associés à ces récepteurs dépend de la fixation de la substance chimique au récepteur. Donc, ce sont des canaux qu'on qualifie de canaux chimiodépendants, CCD, CCD à Na+. Na+, c'est un ion concentré dans la fente synaptique. La fente synaptique, c'est le LEC, le liquide extracellulaire. Donc, l'ouverture de ces CCD à Na+, va permettre une pénétration massive d'ion Na+, à l'intérieur de la fibre musculaire. Voilà donc l'entrée massive de Na+. Cette entrée de Na+, donc c'est un ion chargé positivement, va forcément avoir une répercussion, une conséquence sur la DDP de la fibre musculaire donc, qui était au repos, donc disons moins 80 millivolts, bon, ça dépend des enregistrements, ça dépend des espèces, etc. Donc moins 80 millivolts, c'est le potentiel de repos. L'entrée de ces ions Na+, va donc dépolariser la fibre musculaire et on obtient donc ce qu'on appelle le potentiel de plaque motrice ppm et on va constater que ce ppm va largement dépasser le seuil et c'est une conséquence du nombre très élevé de CCD permettant une entrée suffisante de Na+, pour atteindre le seuil et déclencher un PAM. Le déclenchement du potentiel d'action musculaire, en réalité, ne va pas se faire dans cette partie plissée de la membrane postsynaptique, ça va se faire un peu plus loin des deux côtés donc de la plaque motrice. Le ppm va atteindre le seuil, déclencher un PAM, et le PAM va donc se propager le long de la surface et en profondeur de la fibre musculaire. Mais là, on va passer à un autre aspect, c'est l'intervention du calcium, etc. Revenons donc aux étapes de la transmission neuromusculaire. Après avoir dépolarisé la membrane de la DDP, la membrane postsynaptique, ces CCD doivent rapidement se refermer. Comment se fait cette fermeture? Dans la fente synaptique, il existe une enzyme de dégradation ou bien enzyme d'hydrolyse, c'est l'acétylcholinestérase. Cette enzyme va fragmenter l'acétylcholine dans la fente et l'acétylcholine attachée au récepteur. Donc l'acétylcholine sera dégradée, c'est très schématique ce qu'on représente, mais c'est juste pour montrer que cette hydrolyse va entraîner une fermeture rapide des CCD à Na+, et c'est pourquoi le ppm ne va pas durer longtemps. Donc c'est un CCD à Na+, refermé. Reste un petit détail. L'hydrolysat de l'acétylcholine, c'est-à-dire ces fragments obtenus par l'hydrolyse de l'acétylcholine, ne seront pas perdus. La choline va être captée par le bouton synaptique. C'est un phénomène de recapture, ou bien c'est une réabsorption, et ça va donc servir à la resynthèse de nouvelles molécules d'acétylcholine stockées dans de nouvelles vésicules synaptiques en attendant de l'arrivée d'un autre potentiel d'action, et toutes ces étapes vont à nouveau se répéter comme on a déjà expliqué. Et voilà donc comment se fait la transmission neuromusculaire.